Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est à moi que revient la tâche d'introduire notre invité aujourd'hui, puisque Lucie a commencé et réalisé sa thèse aussi avec nous. Elle a commencé en 2017, avant le Covid, qui a mis un frein brutal à sa collaboration avec la France, puisqu'elle a dû rester au Québec ensuite. Et donc, elle a travaillé avec nous sur les diamants, la collection de diamants 2B bleus de Pierre, on a fait l'habitude de le dire, et puis aussi les diamants polycristallins dont elle va nous parler, de Dianic. Donc, on regrette l'absence de Daniel Pinti, qui était le directeur de cette thèse et qui n'a malheureusement pas pu se rejoindre à nous. Et puis, sinon, je vais te laisser la parole et présenter ta conférence. Merci à tous d'être présents en si grand nombre. Ça me fait très plaisir. Je vais vous présenter mes travaux de thèse. Donc, c'est la défense que j'ai faite à Montréal et vous en avez une deuxième version ici. Moins de stress dans ma voix, quand même un petit peu, mais moins de stress. J'ai ma thèse. Alors, j'ai travaillé au cours de cette thèse sur les diamants, également sur les inclusions fluides et solides qu'on retrouvait, comme vraiment comprendre le cycle des éléments dans le manteau. On a fait le même page. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie les diamants? Parce qu'en fait, en étudiant les diamants, on vient étudier également son environnement de formation. Ça fait quelques décennies qu'on commence à étudier un peu plus les diamants aussi pour leurs inclusions. Les diamants, ils vont se former pour la plupart entre 120 et 250 km de profondeur moi, j'ai perdu ma flèche. Dans la lithosphère, on en a qui vont se former encore plus profondément, à peu près 1% des diamants qui sont extraits. Dans la sublithosphère, jusqu'à l'interface du manteau inférieur. Donc, ça nous donne vraiment des informations auxquelles on n'a pas accès. Vous n'êtes pas sans savoir que la profondeur maximum qu'on atteint physiquement, c'est 13 km. C'est un courage expérimental qu'on réussit. Donc, grâce au diamant, en fait, on a accès à toute une partie de la planète auquel on n'a pas physiquement accès. Et puis aussi l'intérêt d'étudier les inclusions, c'est qu'ils vont avoir une chimie un peu complexe, des informations qui vont être différentes des diamants et qui vont être, en fait, une fois piégées dans le diamant, parfaitement conservées. Les diamants, je vous ai dit qu'ils se formaient à des grandes profondeurs. Et comment est-ce qu'on les retrouve en surface? Tout simplement, ils prennent une navette. Cette navette, ce sont des magmas profonds qui vont les remonter en surface, ils vont les arracher et les remonter jusqu'à la surface. Donc, la plupart des diamants vont avoir quelques milliards d'années, quelques-uns sont un peu plus jeunes, et nous ne retrouvons plus les plus jeunes diamants s'il y en a, tout simplement parce que les éruptions qui vont remonter jusqu'à la surface ne se retrouvent plus à ce jour. Tous les diamants que l'on peut retrouver en surface sont là et on n'a plus qu'à les découvrir. Alors, notre diamant, qu'est-ce que c'est? On connaît notre petit solitaire de Tiffany's, mais il y a bien plus intéressant que ça. Un diamant, c'est du carbone. Il se forme dans le système cubique. On a ici sa petite maille primaire. Il est composé uniquement de carbone. Ce sont des atomes de carbone, mais des fois, en fait, cet atome de carbone peut se faire remplacer par un autre atome. On appelle ça des impuretés, on a des substitutions, et on en a qui vont se faire plus souvent que d'autres, notamment l'azote, le bore, puis l'hydrogène, quelques autres encore. Et je vous nomme cela parce qu'en fait, on a plusieurs manières de faire notre classification du diamant. Et les impuretés, notamment d'azote, va être une manière de classer le diamant. Donc, on a nos diamants type 1 qui vont contenir des quantités mesurables d'azote. Donc, on a entre 5 et jusqu'à plus de 3000 ppm d'azote dans notre structure. Donc, de l'azote qui remplace un atome de carbone. Vous voyez ici qu'on a notre type 1AB, AAB. Ça, en fait, c'est parce qu'on n'a pas forcément notre azote. La manière, on va dire, de l'azote d'être classé dans notre diamant n'est pas aléatoire. Il va d'abord être isolé, puis avec le temps, il va se regrouper avec un ami par terre, puis encore avec du temps, ils vont se regrouper autour d'une matrice. Donc, c'est ce qui est représenté ici avec nos atomes en jaune. D'abord isolés, ensuite par terre et ensuite autour d'une matrice.
Donc ça, c'est très important, puisque lorsqu'on étudie ces impuretés d'azote, on a aussi une notion un petit peu relative de temps. Notre deuxième type, ici, par opposition au type 1, ce sont des types de diamants où, en fait, on ne mesure pas d'azote. Ici, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'azote, je vous dis qu'il n'est pas mesurable actuellement. Donc, on a nos types de ZA, qui sont des diamants qui ne vont contenir aucune impureté, quelle qu'elle soit, mesurable. On aime bien ces diamants en joaillerie, mais qui sont parfaitement incolores. Et ensuite, on a le type de B. B, ça revient avec notre impureté qui est celle du bord. Donc l'impureté du bord, elle va nous donner aussi une couleur qui est intéressante, puisque ça va nous donner notre diamant. Donc ici, vous avez vos deux types de diamants. Diamant 1 avec des impuretés d'azote, diamant 2 sans azote, diamant 2B avec du bord. Passons maintenant à l'intérêt d'étudier nos inclusions. Alors, nos inclusions, on peut en avoir des solides, on peut en avoir des fluides. Les inclusions, elles peuvent être primaires ou secondaires, c'est-à-dire qu'une inclusion primaire, lors de la croissance du diamant, elle est capturée, que ce soit formée avant ou en même temps que le diamant. Elle est capturée pendant sa croissance, on appelle ça une inclusion primaire. Et secondaire, à l'inverse, en fait, notre diamant se forme, on peut avoir des fractures et on a un remplissage des fractures. Il arrive après. Donc, avec ces deux types d'inclusion, on a deux types d'informations différentes. Notamment, on peut avoir en fait, la chimie de l'environnement qui est piégée dans le diamant. Et on a des informations sur pression, température de l'environnement, la chimie de l'environnement, la profondeur également de formation dans certains cas. On peut faire de la datation de ces inclusions-là, parce qu'on ne date pas le diamant, on date les inclusions qu'elles vont contenir, certaines inclusions. Et pour ce qui est des inclusions fluides, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce fluide, c'est le fluide qui forme le diamant. Moins certaines espèces qui ont été totalement consommées, mais on a vraiment une empreinte de notre fluide, par exemple, du diamant. Et puis, comme je vous disais tantôt, en fait, notre diamant, il est connu pour être inaltérable. Quand on parle de l'éclat adamantin du diamant, ça vient de Adamas en Grèce, qui est inaltérable. Et cette protection, en fait, cette solidité du diamant, en fait, va conserver nos inclusions à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une capture de ce qui se passe dans le manteau grâce à ça. Alors, la première partie de mon étude s'est basée sur des diamants bleus. Donc, rappelez-vous, le diamant bleu avec du bord. On a eu accès à des échantillons et on a pu un peu les analyser. Alors, l'intérêt d'étudier en fait ces diamants bleus, c'est qu'au final, on en voit assez peu, ou du moins on a accès à très peu de diamants. Ils représentent moins de 0,02% des diamants extraits. Je vous parle toujours de diamants extraits parce qu'on est capable de travailler sur ce qu'on voit en surface. On ne sait pas ce qui se passe en profondeur, on n'a pas cette statistique-là. Donc c'est très peu de diamants qui sont récupérés en surface, encore moins qui sont amenés au labo, que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on regarde aux enchères le prix des diamants bleus qui partent, c'est pas toujours dans nos budgets. Et l'intérêt en fait de les étudier, c'est qu'ils contiennent ce fameux bord. Le bord, c'est un élément qui est relativement commun dans la croûte, mais qui est quand même assez appauvri dans le manteau. Donc, comment est-ce qu'on peut se retrouver en fait dans le manteau avec cette quantité de bord-là? Donc, en fait, en étudiant nos diamants, on vient essayer de contraindre le cycle du bord en profondeur. Donc, les diamants bleus, ils ont été étudiés. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y en a. On a l'équipe de Smith et co-auteur 2018 qui a publié un modèle de formation. Alors, pour lui, basé sur une étude minéralogique, en fait, il vient proposer une origine qui est sublithosphérique, profonde, avec un contexte de subduction qui serait venu apporter l'eau et le bord à partir donc de l'eau de mer. Comme ceci. Donc, nous, le but de notre étude, en fait, c'était de voir est-ce que les diamants bleus sont uniquement sublithosphériques et qu'est-ce que ça aussi, la présence de bord, est-ce que ça implique forcément un contexte de subduction? On vient voir un petit peu une nouvelle vision du cycle du bord. Alors, les diamants bleus, je vous ai dit qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde, mais il y en a aussi pas beaucoup de sources. La source historique des diamants bleus, ça va être l'Inde. On a de très gros diamants connus qui sortent
des gisements d'Inde, notamment le diamant Hope, qui se trouve actuellement au Smithsonian, qui a eu une grande histoire française également. Et actuellement, les gisements qu'on va avoir actifs qui donnent du diamant bleu vont se trouver en Afrique du Sud et au Botswana. Ils partagent le même craton, le craton Kabal Zimbabwe. C'est un craton qui est assez profond, qui descend de 250 à 300 km de profondeur. Sa construction est datée entre 3,6 et 2,6 milliards d'années. Hein. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on va avoir un contexte, un épisode de photosubduction autour de 2,8 milliards d'années. Ça marche aussi avec le modèle actuel. Ici, vous avez en photo la ligne première, vous pouvez extraire en fait nos échantillons. Donc, on a eu accès, grâce à Pierre, à 49 bruts de diamants de type 2B. Hein. Donc, vous les voyez ici en photo. Donc, ils sont certes bleus comme le ciel de Paris en hiver, mais ils sont un petit peu bleus lorsqu'on a l'habitude. Donc, ils ont été donnés par la De Beers Consolidated Mines lorsqu'en fait, elle a vendu la mine à une autre compagnie. Il faut entre 1 mm et 3 mm. Hein, ça explique aussi pourquoi on nous les a donnés. Hein, on peut moins tailler des beaux diamants bleus à l'intérieur. Donc, sur ces 49 bruts que nous ne pouvions pas altérer, en fait, en regardant, en les étudiant, en fait, on a réussi à repérer 14 diamants qui contenaient des inclusions. Sur ces 14 diamants, en fait, on en a eu au final que 5 où on pouvait vraiment analyser correctement les inclusions. Parce que sur un diamant qui est brut, en fait, on fait face à beaucoup de problèmes au niveau des analyses in situ. On perd beaucoup de signal. Donc, même si on avait certains diamants qui allaient contenir des inclusions, sur une forme brute, on n'était pas forcément capable de venir avoir assez de signal pour pouvoir identifier. Mais on a eu ces 5 diamants-là qui étaient parfaits, qui étaient constants pour notre étude. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur eux? Le tout premier test, je vous parlais d'un ciel gris de Paris, c'était de confirmer que c'était bien des diamants bleus. Pour qu'on puisse avoir un doute. Donc, on a fait de la spectrométrie infrarouge à transformer de Fourier. Ça nous a permis de repérer d'une part qu'on n'avait pas d'azote mesurable et de l'autre qu'on avait du bore. Donc, les quantités de bore actif variaient de 0,08 ppm à 0,61 ppm, hein, c'est une très petite quantité, certes, mais présente. Donc, on est vraiment dans la classification du diamant de B. Ensuite, on est venu aller mesurer on est venu identifier nos inclusions donc avec des méthodes in situ. Donc, le Raman a été un instrument extrêmement très précieux pour notre étude. On a également utilisé les rayons X, la fluorescence des rayons X, mais également la diffraction des rayons X grâce au synthétique qui nous a également beaucoup aidé. Et ensuite, au vu de nos belles découvertes, nous avons eu l'autorisation d'ouvrir un des diamants, c'est celui que vous avez ici. Donc, il a été poli à la cryopolisseuse afin de ne pas surchauffer nos inclusions et les déstabiliser. Et on a pu faire de l'imagerie de la mesure directe de la chimie. Moi, je vais vous présenter les résultats. Alors, commençons par ces inclusions primaires que vous voyez ici. Donc, je rappelle encore une fois, primaire, c'est-à-dire que lors de la croissance de votre diamant, les inclusions ont été piégées à l'intérieur. Donc, avec notre Raman, on a pu identifier du graphite. Vous voyez, ce sont les pics annotés en rouge, mais également de l'eau. Ici, les pics qui vont être annotés en bleu. Donc, ça, ce sont les résultats que nous avons obtenus sur ces masses noires que nous avons dans quasiment tous les diamants. Ensuite, nous avons identifié ces mêmes masses noires avec la fluorescence des rayons X et nous avons obtenu une mixture en fait, de fer et de nickel qui était commun à ces deux diamants-là. Enfin, nous avons fait de la diffraction des rayons X sur cette dernière masse-là et nous avons obtenu du graphite comme ce que nous donnait vraiment, mais également en alliage fer-nickel comme ce que nous donnait la fluorescence des rayons X. Donc, ces masses noires sont vraiment un mélange de graphite hydraté avec un peu d'eau à l'intérieur, de fer et de nickel.
Un deuxième groupe d'inclusion primaire nous a particulièrement intéressés. Ce sont des silicates. Vous voyez ici, nous avons deux inclusions dans un diamant et une autre dans un autre diamant, donc deux diamants différents, et 3 fois une inclusion de bréhite, tantôt associée à de la larmite, tantôt isolée. Nous l'avons mesuré à la fois au valence, mais également à la microdiffraction X face à le coton. Et ce qui est particulièrement intéressant en fait avec la bréhite, c'est que la bréhite, avec ces deux instruments-là, on est capable en fait, de pouvoir, grâce à sa maille, mesurer des pressions qui sont résiduelles. Donc avec le raman, avec la microdiffraction X, on est capable en fait, de mesurer une pression résiduelle de 2,5 et de 2,8 GPa. Ça, c'était fantastique, puisqu'une fois qu'on a cette pression résiduelle, on est capable de calculer une pression de piégeage. Donc la pression à laquelle se trouvait le diamant lorsqu'il a piégé notre inclusion. Et cette pression de piégeage qu'on a obtenue, elle est de 4,9 à 5,6 en fonction de la température. Et ça, une fois converti en profondeur, ça nous donne une profondeur de formation entre 160 et 180 km de profondeur. Donc, je suis plus excitée que vous par cette découverte, mais l'intérêt en fait de ces profondeurs, de comprendre ces profondeurs et le fait que notre craton descend jusqu'à 250 km de profondeur en cavale, rappelez-vous du modèle, on était sur des profondeurs qui étaient sublithosphériques. Et ici, notre bréhite, elle nous indique clairement qu'on est à des profondeurs lithosphériques de piégeage, de formation. Ça a été une fantastique découverte grâce à la bréhite. Deuxième partie, l'inclusion était très intéressante dans 2 des diamants de ces 5 diamants. C'était en fait un plan de fracture qui avait été recristallisé. Ce plan de fracture, il avait été recristallisé avec différentes inclusions. On avait une masse noire, qui est très similaire aux inclusions primaires que je vous ai présentées. On avait des espèces de petites boules avec un effet un petit peu métallisé. Et on avait également, à la fin de notre plan de fracture, proche de la surface, un réseau d'inclusion hexagonal, incolore avec un corps hexagonal noir, qui était interconnecté. Et lorsqu'on est venu analyser ce plan de fracture et ces 3 sections dans le plan de fracture, on obtenait le même alliage graphite fer-nickel que pour les inclusions primaires. Les petites gouttelettes étaient également du fer-nickel avec du graphite. Et pour les dernières inclusions, qui étaient beaucoup plus grosses et plus faciles à mesurer, grosses, mais dans du micro, on obtenait cet hexagone noir du graphite et cette enveloppe incolore autour, on obtenait de l'eau sous plusieurs formes, mais également du méthane. Donc ça nous montrait encore une fois qu'on avait notre graphite, de l'eau, du méthane et un alliage fer-nickel dans cette recristallisation qui allait également recristalliser du diamant. Tout ça était contenu dans du diamant. Donc une inclusion secondaire qui avait la même chimie que notre diamant primaire. Alors c'est notamment à travers ce plan qu'on a ouvert le diamant avec du cryopolissage. Pardon, je mélange toutes les langues. Ça nous a permis d'exposer plusieurs inclusions. Alors on a déjà vu en fait que certaines, dès qu'elles étaient ouvertes, en fait, se vidaient. Ça laisse entendre aussi un état liquide. L'inclusion s'échappe, se vide. Lorsqu'on allait, vous voyez, on a zoomé, j'ai perdu ma flèche, lorsqu'on zoomait sur notre inclusion, on voyait des petites gouttelettes qui restaient. On était sur un alliage fer-nickel quasi pur. Et on en avait aux alentours des inclusions qui étaient, elles, restées pleines, donc un état solide. Bien que vous voyez ces petits trous qu'on a ici, on avait quand même des petits sphéruliques qui, elles, se sont vidées. Et on avait encore une fois une chimie qui était riche en fer-nickel, mais qui était sous forme de sulfure cette fois-ci. Donc on est vraiment dans un environnement de formation, dans un fluide qui va être riche en fer-nickel. Passons maintenant à notre bord, puisque c'est quand même l'intérêt de l'étude des diamants bleus. Nous aussi, à travers cette étude, on vient proposer en fait un modèle alternatif. Le bord, on le relie très souvent en géologie à l'Otmer, mais au final, il est présent également dans le manteau. On a 2 à 4 ppm de bord dans le manteau lui-même. Je vous rappelle que nous, on a mesuré entre 0,08 et 0,61 ppm de bord. Donc, le bord, il est
les diamants bleus ne sont pas riches en bore, ils contiennent du bore. Donc le manteau, en fait, pourrait être la source même de notre bore pour nos diamants. Et un autre élément qui est très important, en fait, c'est que ce fameux alliage métallique, c'est ce qui est utilisé notamment dans les synthèses pour venir capturer notre azote. Donc la présence d'alliage métallique dans notre fluide formateur vient capturer notre azote et l'empêche d'être incorporé au final dans nos diamants. Donc en fait, dans notre manteau, on a du bore et on a notre piège à azote qui peut former du diamant bleu. Ça, c'est notre première conclusion sur cette étude des diamants bleus, c'est qu'au final, nous, on propose un nouveau modèle de formation qui ne va bien sûr pas à l'encontre de celui actuellement proposé. On propose uniquement le fait qu'on ait plusieurs environnements de formation pour les diamants à travers le manteau. Et lui, il serait à donc, une profondeur lithosphérique. Pour le cas de l'Afrique du Sud, donc entre 160 et 180 km de profondeur, on aurait un environnement de croissance qui serait riche en eau, en méthane, qui contiendrait du graphite, et surtout l'alliage fer-nickel qui viendrait capturer notre azote, et le manteau qui fournirait notre bore. Donc au final, on pourrait éventuellement avoir une possibilité de formation des diamants bleus de la lithosphère à la sublithosphère à différents endroits si on se retrouve dans les conditions idéales avec la présence de bord, l'alliage métallique qui capture l'azote. Et évidemment, une fenêtre de diamants. Quittant les diamants monocristallins pour passer aux diamants polycristallins et fibreux, avec la deuxième partie de mon étude qui était sur les diamants de dialyque, donc ici au Canada. Ici, ça nous permet un peu de voir d'autres types d'informations, d'autres types d'inclusion. Donc ici, on est venu étudier ces diamants qui sont fibreux et polycristallins. Alors, pourquoi est-ce qu'on les étudie? Qu'est-ce que c'est, ces diamants-là? Polycristallin, on connaît quand même bien ce terme. On a nos micrograins de diamants qui sont imbriqués les uns dans les autres. Un diamant fibreux, on a généralement un centre qui peut être monocristallin. On n'a pas forcément ce centre, mais généralement, on a un centre monocristallin. Et autour de lui, on a un côte qui vient se développer. Ici, les cristaux sont un peu plus allongés. Donc, diamant fibreux, que vous avez ici, diamant polycristallin. On a aussi un schéma de croissance qui est un peu plus complexe, aléatoire dans les diamants polycristallins. On peut voir plusieurs centres de croissance imbriqués les uns dans les autres, tandis que dans les fibreux, on va généralement avoir une image un peu plus linéaire dans les schémas de croissance. Alors, pourquoi est-ce qu'on les étudie? Encore une fois, c'est parce que entre ces grains pour les polycristallins et piégés à l'interface des éléments fibreux dans les diamants fibreux, en fait, on va capturer du fluide. Notre fameux inclusion fluide qui va contenir la signature de notre fluide parent. Donc, dans les diamants polycristallins, ils sont capturés entre les grains, donc on a un peu moins de fluide qui va être capturé que dans les diamants fibreux. C'est vraiment nos favoris collectifs des fluides, des fibreux, mais on va avoir quand même des informations pour les deux. Vous avez quelques diamants monocristallins qui peuvent certes capturer du fluide. Ça va être surtout à l'interface de macles, de plans de macles, mais en très petite quantité, et on étudie beaucoup plus ces diamants fibreux et polycristallins pour l'étude des fluides que les monocristallins. Alors ces diamants-là, comme je l'ai dit, ils viennent de la mine dialyque, c'est une mine qui se trouve dans le craton des Esclaves, donc au niveau du Canada, ça se trouve au nord-ouest. Donc c'est un craton qui va contenir énormément de gisements de diamants. C'est d'ailleurs dans cette région-là qu'on va avoir la plupart des mines diamantifères du Canada. Le Canada, le troisième producteur mondial de diamants de qualité G. Il y a eu une mine au Québec. Malheureusement, ils ont un peu surestimé la qualité des diamants. Elle boitit. Donc, revenons à ce craton-là. Ce craton, il a eu un contexte de formation un peu classique par l'accrétion de terranes. Il s'est fait entre 4 et 2,8 milliards d'années. Et on enregistre également une photosubduction autour de 2,5 milliards d'années. Donc, on est dans le même genre de contexte, pas tout à fait, mais on a au niveau de ces deux cratons une photosubduction qui est enregistrée. Alors, les diamants monocristallins qui ont été datés,
les inclusions de ces diamants-là nous donnent un âge entre 3,5 et 1,9 milliards d'années. Hein. Pour les polycristallins et les fibreux, ils sont généralement beaucoup plus jeunes. C'est plutôt protérozoïque. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient de les étudier ici? Hein? Ce que vous voulez voir, en fait, c'est est-ce que nos diamants fibreux et polycristallins sont capables d'enregistrer de cette croissance complexe du craton? Alors, pour ça, on a eu accès à 13 diamants bruts de la médiabique hein, qui ont été fournis par Thomas Rackel, qui travaille à l'Université d'Alberta. Ils font entre 2 et 5 mm, un tout petit peu plus gros que nos diamants bleus. Hein. Donc, on a 9 diamants fibreux ici et 4 diamants polycristallins. Vous voyez que certains, on voit un petit peu ce fameux centre polycristallin, tandis que d'autres, on a quelque chose un peu plus visuel. Alors, au niveau des techniques utilisées, hein, la première, ça a été également de faire notre fameuse spectrométrie à transformer infrarouge à transformer de Fourier. Ça nous a permis, encore une fois, de mesurer la quantité d'azote qui, cette fois-ci, était bien présente, hein, présente entre 854 et 1634 ppm, en grande quantité quand même. Donc, ce sont des diamants de type 1A. On avait également des impuretés d'hydrogène qui étaient présentes. Ensuite, on est allé étudier donc in situ nos inclusions solides et fluides, hein, parce qu'au final, on n'a pas que des inclusions fluides, on a également des inclusions solides qui sont présentes dans nos diamants. Donc, en utilisant la même technique, hein, la spectrométrie nous a permis d'avoir des bons signaux de nos inclusions, et également par microscope électronique. On a également fait du LA-CPMS pour faire de la chimie directe. On a été bloqué surtout par la taille du spot, en fait, qui nous donnait un mélange de fluide et de solide. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite d'être continué. Il y a notamment du Raman qui a été fait pour vraiment continuer à identifier toutes nos inclusions. Et enfin, on a également étudié en fait, les schémas de croissance de ces diamants-là par cathodoluminescence. Je vais présenter mes résultats. On a ici une belle image de cathodoluminescence. Alors d'abord, notre contenu en azote et les taux d'agrégation. Hein, je vous fais un petit rappel de ce qu'on a lu au début. Donc, je vous ai dit, quand notre atome de carbone vient s'échanger avec un atome d'azote, en fait, il ne fait pas ça dans n'importe quel ordre. Il va d'abord être isolé, puis avec le temps, il va venir se regrouper avec un camarade par paire, puis ensuite, il va devenir en agrégation, comme ça, 4 autour d'une lacune, c'est-à-dire du vide. Au final, cette manière d'être en agrégat, des agrégats particuliers, nous donne une notion relative de temps passé dans le manteau. Ça, on l'utilise également avec un logiciel qui nous permet justement de comprendre ces agrégations et de comprendre. Et on obtient ce schéma-là. Alors celui-là, comment est-ce qu'on le comprend? D'un côté, on a notre concentration d'azote qui a été mesurée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à travers tous les diamants, on est quand même sur des données qui sont assez rassemblées. On est entre 854 et 1634 ppm, comme je vous l'ai dit, donc quelque chose d'assez similaire. Et sur cet axe-là, ce qu'on vient lire, c'est notre fameux, en fait, temps de résidence relative. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on est sur des diamants qui sont, au final, de jeunes à vieux, assez jeunes, mais qui vont quand même avoir un certain temps de résidence dans le manteau. C'est-à-dire qu'on n'a pas un diamant qui se forme et qui est remonté directement par notre fibrillite. On a un diamant qui se forme, qui reste un petit peu dans le manteau et qui est ensuite remonté à la surface. Ce qui est également intéressant à voir, c'est que nos diamants polycristallins et fibreux ont le même type de résultat. En fait, ils sont tous à peu près dans la même concentration d'azote, également âge relatif. Donc, on est dans la même échelle. Donc, ça laisse entendre qu'ils ont un âge de formation assez similaire également. Regardons maintenant les inclusions solides qui vont nous donner une indication sur la paragénèse. Donc, on va avoir des silicates, on va avoir des oxydes, on va avoir des alliages fer-nickel, des carbonates, puis également quelques sulfides, sulfates, phosphate, sulfure. On a en fait, encore une fois, comme résultat, il est commun aux diamants fibreux et aux diamants polycristallins. Donc ça, avec l'information qu'on avait juste avant, ça vient un peu confirmer le fait qu'on est
possiblement dans des flux de formation un peu similaires. On a des inclusions qui vont être primaires et secondaires. Vous avez généralement les alliages qui vont arriver au dernier moment à l'intérieur qu'on va voir après. Et ces inclusions solides peuvent être mélangées avec les inclusions. Donc, ce que ça nous donne aussi comme information, c'est qu'on va être sur une paragénèse qui est péridotique. Péridotique et pas éclogétique. En fait, quand on étudie les diamants, on va regarder un petit peu avec ces informations de paragénèse péridotique ou éclogétique, un petit peu, disons grossièrement, un contexte de ça s'est formé dans le manteau ou ça s'est formé dans un contexte de substitution. Donc ici, à part une inclusion qui est plutôt dans un contexte éclogétique, on va avoir des diamants qui ont une paragénèse de manteau. Donc, regardons maintenant nos fluides, nos inclusions fluides. Ici, on les a mesurés avec la spectrométrie TIR. Encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est en prenant un diamant représentant fibreux et polycristallin, qu'on va être sur les mêmes chimies. Donc, on a de l'eau qui est présente pour les deux, de l'hydrogène, du CO2 et des carbonates. Certains vont contenir des silicates et d'autres pas. On verra ça également par la suite. Mais encore une fois, on a une autre analyse, un autre type d'inclusion qui vient nous donner des informations qui sont similaires. On a nos fibrés, on a nos polycristallins qui vont avoir une chimie qui est similaire. On a également beaucoup d'eau, on a aussi également beaucoup de carbonates. Et au niveau du LS-CPRS, on aurait aimé avoir un résultat plus fin pour nous donner un peu des informations au niveau évidemment de cette quantité de carbonate qu'on va avoir à l'intérieur, de ces spécificités. C'est quelque chose qu'on va encore avoir et peut-être aller vers plus une analyse. Rappelez-vous, Covid, personnellement, à Montréal, on ne pouvait pas sortir de Montréal. On ne pouvait même pas aller dans une université à côté qui avait le matériel. On a fait avec ce qu'on avait. Alors, ce qui est intéressant donc, à voir avec ces différents tests, au final, c'est qu'on va avoir, à travers nos diamants, ici, je vous ai pris un représentant qui est particulièrement joli, mais on a d'autres diamants qui présentent la même histoire, c'est qu'on va avoir une coexistence de fluides formant le diamant qui va être réducteur et oxydé. Donc une coexistence, mais qui va avoir en fait des étapes. Ce qu'on note en fait, c'est qu'on va avoir une première étape de formation qui va être dans un environnement réducteur, qui va former notamment des silicates, comme vous l'avez ici. Ici, on a mesuré des pyroxènes. L'autre ligne en pointillé correspond à l'interface du centre monocristallin de nos diamants fibreux. Et à l'extérieur, on a notre hôte qui va être fibreux. On a également de la résorption, c'est-à-dire qu'on a eu un temps dans le manteau, on n'a plus une formation, un temps d'attente, puis on a eu de la résorption sur notre diamant. Et puis un peu plus tard, on a eu un changement d'environnement, on est en environnement oxydé et on a un flux qui va à nouveau former du diamant et qui va également former des inclusions qui vont être des oxydes de fer. Et bien plus tard, après la formation d'un diamant, on a des fractures qui vont être remplies d'alliages fer-nickel. Donc, ce qu'on a pu voir à travers l'étude de ces diamants-là, c'est qu'il semblerait qu'on puisse enregistrer au final un petit peu l'histoire de notre craton à son échelle bien sûr à lui, qui ne s'étale pas sur des milliards d'années pour eux. Et on voit au moins 3 successions en fait, de fluides. On a un premier fluide réducteur, un fluide parent réducteur qui va former notre diamant, qui va former nos inclusions de silicates, puis un temps de résidence. On a de la résorption. Donc, quand vous voyez notre petit carré avec les différents points dans notre diagramme d'agrégation de l'azote, au final, ce qu'on voyait, c'est peut-être plus nos diamants dans l'environnement réducteur avec nos silicates qui allaient vers les plus jeunes, qui étaient vers ce fameux environnement plus oxydé, avec un premier fluide qui reforme du diamant et nos inclusions d'oxyde de fer, puis un troisième fluide qui ne va plus former le diamant, mais qui va venir d'un alliage fer-nickel, qui va venir combler nos fractures. Voilà pour la deuxième partie. Donc, on continue cette étude avec encore une manière d'étudier les fluides, mais cette fois-ci, on ne va plus regarder ce qu'on a vu dans cette partie-là, on va aller voir les gaz rares. Daniel Pinti, qui est mon co-directeur à Montréal, lui, c'est un spécialiste des gaz rares, donc on a essayé de regarder ça dans le diamant, suite à des complications diverses.
on n'a pas pu faire une mesure directe encore sur les 13 diamants aujourd'hui. Là, c'est quelque chose qui est en projet qui sera fait cet été. Donc, on s'est dit qu'on allait faire en fait une étude sur des données qui existaient déjà. Donc, on allait chercher toutes les données de gaz rare qui ont été mesurées dans les diamants depuis les 35 dernières années, les données qui sont disponibles. Et ça nous a donné une banque de données avec des diamants qui venaient de différents pays dans le monde, hein. Canada, Congo, Botswana, Afrique du Sud, Russie, également différentes morphologies. On a des diamants qui vont être cristallins, fibreux, monocristallins également, et voir comment en fait on pouvait essayer de les voir à nouveau. On a tous, on va dire, dans nos domaines des techniques qu'on utilise tout le temps, et au final, avec Daniele qui est plus spécialisé au final dans les fluides, dans l'échange géothermal, les autres surfaces, en fait, ce qu'il voulait, c'est apporter un minimum avec l'utilisation d'une nouvelle manière de faire. Et cette nouvelle manière de faire, en fait, ça a été l'utilisation du diagramme de Craig, qui est un diagramme qui est classique donc, pour les autres surfaces, mais qui n'a jamais été utilisé pour les diamants. Donc, l'intérêt, en fait, de ce diagramme-là, hein, c'est qu'il est fait pour les réservoirs terrestres. Donc, on a 3 pôles, le manteau, la croûte et l'atmosphère, hein. Et on a nos points en fait, qui vont se disperser dans des hyperboles entre les 2 points. Ça nous permet de voir un petit peu les mélanges. L'intérêt aussi, c'est de voir que dans le manteau, on va avoir plus d'hélium 3 que d'hélium 4, tandis que dans la croûte, on va avoir plus d'hélium 4 que d'hélium 3. C'est comme ça qu'on peut faire la distinction. Il y a plus d'hélium 4 parce qu'on a de la désintégration radioactive, hein, donc on a 4 isotopes radiogéniques. Et ici, je vous donne un exemple d'utilisation avec justement des eaux de surface. Vous voyez que les eaux géothermales, on va avoir une hyperbole parfaite du manteau à l'air, tandis que les eaux sédimentaires, on va avoir notre tendance toute à l'air. On l'a appliqué à nos fameux petits diamants, et voilà ce qu'on a obtenu. Donc, ce qu'on voit, c'est déjà au niveau des couleurs, ce que vous obtenez, c'est les différents pays et les différents figurés. Rond, c'est pour les diamants fibreux et carré, c'est pour les diamants polycristallins. C'est important de noter ça, puisque vous voyez qu'on a deux tendances différentes, 2 directions différentes. Donc, la chaleur. Et l'autre chose très importante à noter, en fait, c'est qu'on va avoir 2 pôles atmosphère. On a le pôle atmosphère qui est ici. On a rajouté celui de l'air dissous dans l'eau, mais on voit bien en fait que nos hyperpôles, une fois tracés, elles ne connectent pas à ces pôles-là. En fait, ils viennent connecter à un pôle d'air modifié, un pôle d'air qui est enrichi en hélium 4. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est un artefact? Dans le sens, est-ce qu'on n'a tout simplement pas de données qui sont venues flotter dans cette zone-là? Encore une fois, hein, l'étude des gaz rares dans les diamants, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de concentration de gaz rares dans les fluides qui sont en très peu de quantité et donc les diamants ne sont pas tellement disponibles. Beaucoup de choses contre nous. Est-ce que c'est un problème de disponibilité de données ou est-ce que c'est tout simplement qu'on a un fameux pôle d'air modifié? C'est ça la question qu'on s'est posée. Alors, quand on regarde également nos abscisses et ordonnées, hein, on a d'un côté notre R sur RA. Donc ici, on est sur le rapport hélium 3, hélium 4 de notre échantillon qui est normalisé par celui de l'atmosphère. Et en abscisse, on va avoir notre hélium 4 qui est en rapport avec le néon 20. On utilise en fait le néon 20 puisque c'est un élément qui est primordial, c'est-à-dire que lui ne va pas bouger. Donc on s'est posé la première question, est-ce que c'est un effet du néon 20 qui n'est pas censé bouger? Donc on a regardé avec les autres éléments primordiaux, hein, l'argon 36, le krypton 84, le xénon 130, et on obtient les mêmes résultats avec le même pôle, même position pour l'air modifié. Alors ce changement de quantité de données, encore une fois, c'est qu'on a plus de données pour l'hélium et l'argon qu'on va en avoir pour le krypton et le xénon qui sont moins disponibles. C'est pour ça que vous avez moins. Mais on obtient le même pôle. Alors
Alors, avant de chercher cette source, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a une source atmosphérique. La composante atmosphérique, en fait, elle est souvent considérée comme un contaminant secondaire qui est extrait à basse température dans les diamants, pardon. Il y a deux manières en fait d'avoir cette contamination. Ce sont des processus qui sont post-éruptifs. Le premier c'est la diffusion de l'air dans le cristal, post-éruptif, et le deuxième, c'est le piégeage de l'air dans l'hypofracture. On peut tester ça avant d'aller plus loin. Si c'est de l'air qui est diffusé dans le diamant, comme la proposition numéro 1, ce qu'on devrait avoir, c'est déjà, on s'attend avec la loi de Graham de diffusion, c'est que l'hélium diffuse plus rapidement que le néon, que l'argon, etc., etc. Donc, on prend le rapport d'air modifié et qui est normalisé avec notre app actuel et on calcule notre facteur d'enrichissement. Vous voyez, en rouge, c'est les valeurs qu'on a observées avec le diagramme de Craig. En vert, c'est nos diamants, nos valeurs calculées, théoriques, et on voit en fait qu'on n'a pas du tout le même rapport d'enrichissement. Même cette hypothèse-là, elle n'est pas confirmée. La deuxième proposition, c'était d'avoir de l'air qui a été capturé après dans les fractures. Donc ici, on le modélise en prenant le modèle de Torgenson, qui est pour les roches sédimentaires, avec de l'air piégé dans les nanopores, les nanofractures des roches, puisqu'ici, le diamant polycristalline, entre les cristaux, on va avoir des nanoporosités également. Mais ce modèle ne fonctionne pas parce qu'en fait, on va avoir des diffusions qui vont être différentes d'une fracture à l'autre, d'une porosité à l'autre. Et on devrait avoir une multitude au final de polders modifiés et on en a un qui est homogène à tous. Donc ça ne fonctionne pas. Donc au final, comment est-ce qu'on pourrait produire ce polder modifié? Nous, ce qu'on va proposer, en fait, c'est une implication de l'eau et d'un contexte de subduction. Donc, on cherche à voir si les enrichissements au final d'hélium 4 peuvent s'observer grâce à la subduction de l'air qui viendrait amener de l'air dans notre manteau, puisqu'on observait que dans les basaltes océaniques, on a des contaminations atmosphériques avec des rapports justement d'éléments qui vont être différents du fait qu'on a un partage en fait entre l'atmosphère et le magma. Donc ici, on va avoir la même légende. On va avoir plusieurs types de magma. On va tester notre hypothèse avec différents types de magma. Vous voyez, à la place d'avoir l'air de l'atmosphère, on utilise notre air dissous dans l'autre air. Et vous voyez encore une fois, en rouge, nos valeurs qui sont ici en quantité. Donc, première hypothèse, c'est qu'on est dans un scénario en système fermé, à l'équilibre. On prend l'exemple d'un magma tholéitique. Pourquoi tholéitique? Parce que c'est un magma qui est similaire à celui du manteau. On a également beaucoup de données qui sont disponibles. Et lorsqu'on regarde, en fait, c'est qu'on va avoir, on va pas avoir le même enrichissement, il va être beaucoup plus faible. Donc ça ne fonctionne pas. Donc on teste cette hypothèse. On croit cette hypothèse également avec un magma carbonatitique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que certains diamants vont également être formés à partir de fluides qui sont plus riches en carbonate. Donc ici, on prend en orange les données de notre magma carbonatitique. Et encore une fois, excepté pour le néondin, en fait, on va être sur des valeurs qui vont être beaucoup plus basses. Donc ici, vous n'avez pas de valeur pour le krypton, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. On n'a pas rejoint, mais on voit très bien que pour l'argon et le xénon, ça ne fonctionne pas. Donc au final, notre deuxième possibilité, notre deuxième hypothèse, ça va être en fait d'avoir ce partitionnement en système ouvert, avec un magma tholéitique, donc qui reçoit de l'eau de mer, puis va dégazer par la suite. Et ici, on voit que, excepté pour l'hélium 20, on va avoir des concentrations, enfin on va avoir un enrichissement qui va être similaire à ce qu'on a mesuré. Ça peut être une bonne hypothèse de travail. Cependant, cette hypothèse de travail, elle fait face à un problème majeur, et ce problème majeur-là, c'est ce qu'on appelle la subduction barrière. En fait, on devrait avoir en théorie, pour notre modèle, tous nos gaz rares, donc de l'hélium au xénon qui est subducté en profondeur jusqu'à la zone de formation des diamants. Mais actuellement, de ce qu'on sait, de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a mesuré, l'hélium et le néon ne vont pas assez profondément. Donc
notre subduction barrière, c'est l'évacuation en fait, de notre hélium et de notre néon. Donc, vous voyez ce schéma que vous avez ici. On a notre zone de formation des diamants ici, avec notre géotherme continentale, notre séparation entre formation du glacier et notre fameuse formation des diamants. Et vous avez ici deux types de subduction. Ici, subduction chaude, ici, subduction froide. Donc, ce que l'on sait actuellement, c'est qu'on a beaucoup d'hélium qui est évacué par la déshydratation des serpentines, 60 km, pas très profond. On peut en avoir qui est conservé dans les grains un peu plus loin. Dans la subduction chaude, ça va jusqu'à 70 km environ, toujours pas assez profond. Dans la subduction froide, jusqu'à 140 km. Donc là, on est dans notre fenêtre des diamants, mais en termes de température, on n'y est pas du tout. Et au niveau du néon, on va en mesurer jusqu'à 100 km de profondeur dans des contextes de terrain ultra haute pression. Pour ces deux éléments-là, en fait, on n'est pas capable à ce jour d'expliquer comment est-ce qu'on pourrait se retrouver avec ces éléments-là pour expliquer le pôle d'air modifié. Donc, notre conclusion sur cette étude qui est théorique, on viendra encore enrichir avec nos données cet été, c'est que lorsqu'on applique ce diagramme GRED sur nos données de Gazra existantes, on voit qu'on a un pôle d'air modifié. On a également nos diffusions d'air post-elliptiques qui ne semblent pas expliquer ce pôle d'air modifié encore une fois. Mais on a un partitionnage entre magma et eau, atmosphère dissoute dans l'eau, en système ouvert, qui semblerait pouvoir expliquer en fait ce pôle d'air modifié. Et cependant, on est encore un peu bloqué pour l'hélium et le néon. Mais si c'est bien le cas, en fait, ça vient nous donner une nouvelle vision en fait, du cycle de ces éléments-là en profondeur. Ne vous inquiétez pas, on arrive sur notre conclusion, on va pouvoir aller se rafraîchir. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu au niveau de notre étude des diamants bleus, ce sont des diamants de type 2B monocristallin. Ils ont des inclusions de graphite, de méthane, d'alliage métallique. Ils ont beaucoup d'eau également à l'intérieur, bréhite, larnite. Ils nous ont permis de voir au final un environnement de formation riche en eau, contenant des alliages métalliques, et qui vont contenir en fait des inclusions qui nous montrent une profondeur de formation lithosphérique. Et une possibilité, au lieu de quantité de bord, d'avoir une source du bord qui est mantellée. Donc la suite des perspectives d'études pour ces diamants-là, qui serait peut-être par c'était essayer de faire un petit peu de cathodoluminescence, qui peut être une manière intéressante de voir en fait au niveau de la structure, si on est plutôt sur du lithosphérique ou du sublithosphérique, c'est quelque chose qui peut être enregistré dans son schéma de formation, et également de faire de l'isotope du carbone pour voir leur symétrie. Au niveau de la deuxième étude, on était encore une fois sur des diamants lithosphériques qui allaient contenir de l'eau, qui allaient contenir des alliages métalliques. On a également pu voir en fait 3 générations de fluides qui vont former au nom du diamant et qui vont changer l'environnement de réducteur à oxydant. Donc ici, on continue actuellement à venir confirmer en fait nos identifications minérales et on va essayer de faire une chimie du fluide plus précise. Et surtout, de pouvoir enfin faire notre étude de Gazra sur ces diamants-là. Et notre dernière étude, donc c'est avec une nouvelle vision, une nouvelle manière d'étudier nos données, on a découvert potentiellement en fait des traces d'une atmosphère passée. Évidemment, les diamants fibrés et protérozoïques ne sont pas archéens, mais on pourrait quand même avoir enregistré au final de l'air qui serait protérozoïque. Donc ce travail, il est à ses débuts. On continue d'essayer de contraindre un peu mieux les hand-members, notamment en travaillant avec une équipe de mathématiciens. Des discussions des fois un petit peu étranges, mais on continue à travailler fort sur cette nouvelle hypothèse-là. Alors, ce qui est intéressant au final avec cette étude qui semble être sur des groupes de diamants un peu différents, c'est qu'en fait, au niveau déjà de l'étude minéralogique, on est sur diamants monocristallins assez rares d'un côté, diamants fibrés polycristallins de l'autre. Et en fait, ils ont des points communs. Le premier, c'est qu'ils vont être tous les deux des groupes de diamants qui sont formés dans la lithosphère.
Et puis les deux vont contenir le même type d'impulsion. Alliage fer-nickel, graphite, eau. Et ça, c'est très important en fait de les mettre en lien. On peut avoir des alliages de fer-nickel assez profondément. Et on aurait peut-être éventuellement aussi des fluides qui sont assez similaires. Et puis au niveau de l'étude de Gazra, et puis même celle des joints tout ça, en fait, c'est qu'on va avoir à travers cette étude, en continuant d'aller plus loin, un œil nouveau sur le cycle d'éléments dans le Gazra, dans le manteau. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais sur les alliages. Est-ce que vous avez une idée du rapport nickel sur fer? D'après le spectre DS, on a plus de fer. On a beaucoup plus de fer que de nickel. D'accord, parce qu'en fait, c'est un indicateur des conditions isoles sur le rapport nickel sur fer. Ils ont une grande stabilité, un intervalle de FO2 relativement important. Plus ils sont riches en nickel, plus ils sont stables dans les conditions isolantes. À un moment, vous parlez, donc, c'est dans les médicaments canadiens, c'est ça? Il y a une partie qui amène le fer nickel. Est-ce que ce n'est pas des réactions de désulfuration? Car l'ancien sulfure, ça c'est très connu, ça pourrait, on a très peu de sulfure qui sont présents dans la région. C'est ça, parce que c'est quand même, bon, l'alliage soufre, diamant, c'est quelque chose qui est un paradigme même. Les Russes sont très contents parce qu'ils en font des sulfures, des catalyseurs de la formation de diamants. Et là, ça pourrait être effectivement des réactions de sulfure. Est-ce que vous avez vu des alliages fer-carbone? Non. Pas mesuré. On n'a pas mesuré. Si on l'a, on n'aurait pas vu, c'est aussi pas mesuré. Moi, je pense que s'il y a un travail à faire sur ces alliages, parce que c'est petit, malheureusement, mais peuvent amener plus d'informations sur votre succession. Réducteur, oxydant et à la fin, autre chose. On est vraiment en train de poursuivre cette étude plus précise pour avoir la chimie. C'est l'impression. Parce que bon, on connaît bien quand même, en particulier sur le traitement le profil de FO2. Ça a été sur les périodes, pas sur les. On sait que la FO2 tend à diminuer. Bon, on avait travaillé sur les structures qui on voit bien que les diminuer en fonction de la profondeur. Donc ça pourrait peut-être vous permettre de caler en profondeur aussi si c'est compatible ou non avec le contexte. En process, quand on a des inclusions, qui permettent aussi de voir votre profondeur d'exploration. Enfin bon, c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'en a jamais vu d'alliage fer-nickel, je pense. C'est très très rare. Évidemment, et alors, c'était très intéressant, justement, et on a pu observer aussi dans les diamants bleus que c'est quand même un alliage fer-nickel qui est normalement beaucoup plus profond. Oui. Jean-Pierre, quand tu désulfures, c'est quoi le technique comme réaction? FES donne FENIS donne FENI. C'est la réaction qu'on connaît très bien dans les phénomènes de choc en quatre pression, mais qui peuvent se faire par les serpentinites. Hein. Mais non, mais bien que c'est écrit S, ça veut dire qu'il y a 0. Non, on fait H2S, je ne prononce pas sur la spéciation. En principe, dans ces conditions-là, ça sera H2S. Oui. Je vais revenir au diamant bleu. Déjà, à l'hypothèse, le craton, donc on a l'hypothèse qui fait 300 km d'épaisseur, sur quoi on se base? C'est ma question. Maintenant, j'ai compris qu'on avait évolué la pression par type de minéral, hein, voilà, donc apparemment, il serait la matière du craton. Donc c'est de là qu'on a plus de lithosphérie. C'est ça le raisonnement. Mais comment on connaît l'épaisseur du craton? Voilà. Et après, j'ai une deuxième question de la poser tout de suite. Comment on différencie
d'origine énergétique. Quel objectif c'est comprendre alors, pour la première question, le craton Canva, c'est un craton qui a été vraiment beaucoup étudié par vraiment divers spécialistes. Je vais vous citer tous les noms. Donc, ça a été une construction de ce craton. Il est développé hors étude du diamant. En fait. Le diamant vient s'associer à ça, mais la profondeur a été établie par de multiples techniques, dont la géophysique. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien contraint. L'histoire, notamment, que ce soit le craton des esclaves ou le craton Canva, ce sont des cratons qui sont très étudiés, auxquels on a une très bonne compréhension sur l'histoire, en fait, qu'on peut avoir dans l'âge archaïen, on s'entend très bonne connaissance dans les états. On a une très bonne compréhension quand même de déjà les dimensions, les profondeurs, mais également les différents types de roches qu'on va retrouver en fait. C'est quelque chose qui a été assez bien compris. Donc 250-300 km, c'est vrai que je ne peux pas confirmer avec l'étude de diamants, hein, mais c'est quelque chose qui a été contraint en amont par différentes équipes. Lithosphérique et lithosphère très épaisse. Oui, très épaisse. Elle est particulièrement épaisse dans cette zone d'aliment. Pour la deuxième question, les environnements, c'est ça. Quand je parlais des différents types de classification des diamants et des impuretés, on a en fait une classification qui est basée sur la minéralogie. Et suivant en fait, ce qu'on va obtenir comme minéraux, comme assemblage dans notre diamant, on va être capable justement de trancher plutôt mantélique et clogitique. Un même gisement, très souvent, en fait, va contenir un peu des deux. On va avoir plus de mantélique que de clogitique, mais on a souvent un mélange des deux. Le culinum en fait, on a un mélange des deux. On a même des diamants qui sont lithosphériques. Encore une fois, ce sont les tubes des inclusions qui nous donnent cette origine-là. Et les minéraux d'inclusion, oui. Ce n'est pas les diamants, ce sont les minéraux d'inclusion. Et pour les nôtres, on n'a pas vraiment tranché avec vraiment de la transcendage. On a, comme on l'a vu, pas énormément de variétés en fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment étudier, calculer cette profondeur-là de formation. Mais ça serait un petit peu, on va dire, à viser de départ de venir trancher sur une paragénèse avec. On n'a pas assez de variétés pour vraiment trancher du petit pas. Moi, c'est une question complètement géodynamique. En fait, c'est quoi les arguments d'un craton de l'esclave? On a des terrains qui sont accrétés. C'est-à-dire qu'il y a eu une photosubduction chaude à plus de milliards de. Je ne connais pas bien le. En fait, c'est sur quels arguments? Si je me souviens bien de la bibliographie, c'est beaucoup d'études et de bouquins qui datent autour des années 90. Et ça va être une étude. Il y a aussi une mise en place de différents gisements aux alentours, au niveau des diamants. Oui. Je ne sais plus exactement quels sont les arguments pour la mise en place de la proposition. On a une construction qui est au final assez claire pour cette zone-là, très bien étudiée. Malheureusement, je ne peux pas plus commenter, mais c'est Guifer qui a beaucoup travaillé sur cette région. Oui, je vais mettre deux si c'est possible. Ce que je sais des diamants polycristallins et des diamants fibreux, c'est que les diamants fibreux sont extrêmement homogènes en carbonate d'azote, ils sont aussi homogènes en concentration d'azote, ils sont aussi homogènes en spéciation d'azote. Et les diamants polycristallins, eux, ils sont beaucoup plus variables, beaucoup plus avancés, etc. Donc, ils les voient de manière très différente. Les résultats sont intéressants de ce point de vue-là. Je n'ai jamais vu de diamant fibreux avancé en fabrication. Toi, tu en trouves. Et le diamant que tu as présenté en infrarouge, c'en est un. Un diamant fibreux, parce que ça, c'est pas un DR. C'est un petit agenda. Tu me dis pas de figure. Non, il est 1. Non, en fait, il est 1A. A. Oui. A, B. Ah, oui. J'aimerais bien voir parce que c'est facile de se planter sur un diamant fibreux. Parce qu'à cause des silicates, si tu ne fais pas gaffe à ton spectre, tu peux trouver du grand B, alors en fait, il n'y en a pas du tout. Et je voudrais te mettre en garde parce que si tu as raison, c'est un résultat important. Hein. Et moi, je parlais du spectre infrarouge. Désolé, c'est très technique.
Voilà. Ça pour moi, c'est pas un diamant avec un composant grand B. Donc, il y a un mélange entre A et grand B. Là, j'ai juste pris deux diamants qui représentaient en fait pas l'azote, mais justement les acides. Donc, il n'est pas représentatif de tous, mais on va avoir une variation entre justement ces deux pôles. Et on a quand même un mélange qui va aussi se faire pour faire l'année. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est les deux diamants différents. Pour moi, il n'y a pas le composant grand B. Donc, ils sont purs 1-1-1. Donc, ils sont à 0% de B. Okay, oui. Et peut-être que sur l'échantillon du haut, ta décomposition de spectre va te donner un composant grand B, mais à mon avis, ce que le typique sur la droite, là, c'est des CP4. Oui, effectivement, d'accord. Ils peuvent être publiés par si tu as raison, si tu veux que les diamants polycristallins et fibreux de Tialix soient globalement progénétiques, il faut un minima qu'ils aient a priori la même spéciation. Et pour ça, il faut que tu travailles en convaincre que c'est vraiment un composant grand B. La deuxième chose sur ce, vous avez envisagé, vous avez commencé à mesurer les compositions isotopiques du carbone, par exemple? On l'a pas encore fait. Encore une fois, c'est qu'on n'avait pas à disposition pour le faire, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Là, je pense que tu ne peux pas, si vous avez raison, c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut avoir du mal à. C'est quelque chose que nous avait proposé Thomas Stackel à l'Université d'Atlanta, qui sont La deuxième question, ça n'a rien à voir, ça a à voir avec les gaz rares. Les diamants, ils se forment à partir de fluides. Parfois, comme on est d'accord, donc ils sont enrichis en uranium, ils sont vieux, tu peux fabriquer des diamants 4. Est-ce qu'il est possible d'envisager, quel que soit l'origine de ces fluides, qu'ils soient avec un composant atmosphérique ou pas, est-ce qu'il est envisageable que tu tombes sur l'air? C'est impossible, puisque la décroissance radioactive va produire des diamants 4. Donc, la question, c'est est-ce que c'est pertinent d'avoir toujours la diamant 4 sur tes abscisses, l'hélium 4 sur néon, l'hélium 4 sur krypton, est-ce que c'est pas plus pertinent d'oublier l'hélium 4 et de regarder que les rapports qui m'ont dit que tu n'as pas fait? Commencer à les regarder, on m'a dit le diamant qui a été mesuré, et on ne voyait pas grand-chose de nouveau. Ça, c'était aussi une nouvelle approche, mais ça peut être tout à fait une bonne idée de dire ce qu'on va proposer, c'est une nouvelle vision, donc justement, de venir voir encore d'autres rapports différents. Mais effectivement. C'est des blocs 3. C'est des blocs 3. Ah, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de composants modéliques. Je peux regarder quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est l'hélium 4 systématiquement, c'est pas vraiment un pénal. Merci pour cette note très intéressante qui me mène à penser des choses très différentes à quelque chose d'habituel. Donc, je m'excuse si la question est un peu à côté de la fac. J'ai vu une étude qui est pas de défense de l'air similaire. Je ne me rappelle plus le premier auteur. C'était sorti en classe il y a quelques années. Carnegie, il y avait aussi, je connais, Scola-Béton, qui parlait d'une fusion des diamants bleus riches en fer nickel, mais plutôt signature de quelque chose de profond, parce que les oxydes, parler des oxydes, je crois que ne pas FEO, parler des oxydes alimentaires, c'est assez compliqué. Donc, ce sont des études qui sont similaires, juste parce que je suis ignorant du sujet, où on a vraiment des diamants bleus très profondes, qui vont piocher presque la partie profonde du manteau, et des diamants bleus lithosphériques, plutôt qui ont des conditions où les métaux sont pas oxydés, mais sont réduites. Les deux peuvent coexister, ou c'est l'hasard qui veut qu'on a deux? Cette étude-là, c'est le modèle des Suisses, l'auteur d'une étude que j'ai présentée. Donc, effectivement, son étude, elle est basée sur la minéralogie. Et il n'a pas trouvé donc, vraiment ces phases minérales de pression. Il a trouvé leur état rétrograde, évidemment, qui interprète comme rétrograde. Et lui, il propose ce modèle-là. Nous, on ne vient pas, en fait, annuler son modèle, puisque nous inclusions quelque chose de lithosphérique. Mais après, nous, notre étude, elle est basée uniquement sur l'Afrique du Sud. Nous, on propose qu'en Afrique du Sud, on aurait des diamants bleus aussi lithosphériques. Lui, il a eu accès, en fait, via l'Institut de géologie américain, à beaucoup plus de diamants, dans le sens qu'ils ne sont pas tout le temps notés. Mais ça serait, a priori, une étude qui est un peu plus à une échelle géographique, donc peut-être un peu d'Inde. Donc, on pourrait en fait avoir deux contextes de formation, profond, moins profond,
souvent d'opposition, mais ça serait un petit peu, comme tu proposes, quelque part, même si on n'aime pas beaucoup dire ça en science, mais un effet un peu aléatoire, où on a des zones spécifiques dans le monde où on aurait tout ce qu'il faut pour former du diamant bleu. Parce qu'au final, un diamant bleu, c'est un diamant, on en forme pas mal pas sur Terre, mais on a besoin de notre présence de bord en quantité suffisante. Et on a besoin de notre alliage fermique qui vient capturer notre azote, qui peut venir l'empêcher de former. Un des arguments, c'est qu'il y a beaucoup d'azote dans la litosphère, pour passer dans les là-dedans, parce qu'en fait, on a ce produit qui vient l'empêcher, qui va le capturer. Oui, la première question, c'est juste moi que ça m'interpelle. Je trouve qu'il y en a des fer nickel métalliques à 180 km de profondeur, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrive comme. Pas souvent. C'est aussi, on était très contents d'en trouver dans notre deuxième set d'échantillons qui était dans un autre craton qui était fibropolycrystalline. C'est la litosphère, il n'y a pas de doute, avec ces alliages fermiques-là. Donc on montre bien cette deuxième partie d'étude sur un set d'échantillons qui a par rapport, on est vraiment sur deux continents différents, deux cratons différents. On a une possibilité d'avoir ces alliages fermiques-là à la litosphère. Une dernière question, et après, n'hésitez pas à rester pour discuter. Ouais, je comprends que les alliages fermiques expliquent l'absence d'azote dans les choses. Je les observe aussi dans les diamants fibreux. Est-ce qu'il y a pareil, la même observation, qu'il y a beaucoup moins d'azote dans ces diamants fibreux? Ils sont mis en place dans les fractures, avec une bâche de fluide qui ne forme pas de diamant. Donc en soi, on n'est pas capable de dire s'il y a eu du diamant qui s'est formé en même temps, est-ce qu'il contient ou pas d'azote. Parce que vraiment, ce dernier flux d'alliage métallique ne forme pas de diamant. Ça aurait été chouette de voir. Je propose qu'on remercie notamment une dernière fois. On va rester si vous voulez discuter davantage. Ouais.